Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus en troisième année licence biologie végétale. Je souhaite qu'on va passer des merveilleuses, bien des merveilleux moments et des merveilleuses périodes parce qu'en troisième année, on a pas mal de modules qui touchent le côté biologie végétale et maintenant l'environnement. Et on va essayer de programmer des séances à distance et des séances en présentiel. En même temps, on va faire ensemble quelques TP et des sorties sur le terrain si les conditions seront en notre faveur. Ce que vous voyez là au niveau de cette planche, ou bien cette slide, pardon, ce que vous voyez là au niveau de la première slide, ou bien si vous voulez la première planche, c'est une partie d'une plante, quelconque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner de l'importance à l'identification de la plante. Ce qui nous intéresse dans le côté biochimique, c'est les analyses et les substances sécrétées par les plantes. Regardez là, on a des feuilles et on a vu les caractères, si vous voulez, morphologiques des plantes en première année. Regardez là, c'est en première année, on a vu ensemble la biologie végétale. Et tout le monde a vu, si vous voulez, la biologie végétale. Les gens qui ont choisi l'écologie, l'aquatique, les gens qui ont choisi la biochimie, la microbiologie, la biologie animale. Tout le monde est censé de passer par cette voie. Et puis, en deuxième année, on a focalisé notre étude sur la botanique. C'est-à-dire, c'est un module destiné beaucoup plus à toutes les spécialités des sciences biologiques. C'est-à-dire les gens qui ont fait le choix entre biologie animale, biologie végétale, l'écologie, les autres spécialités aussi, ont vu ce module ensemble l'année passée. Le module de botanique, en général, a un lien étroit avec plusieurs modules que vous allez les voir en troisième année licence et en même temps que vous allez les voir en master. Parmi les modules, on a la biochimie végétale, on a l'histologie végétale, on a la physiologie végétale, on a l'écophysiologie végétale, on a la morphogénèse végétale, on a la taxonomie des angiospermes. Et on a d'autres, si vous voulez, modules qui font, si vous voulez, partie de la botanique qu'on va les voir par la suite. Ce qui nous intéresse, nous, pendant ce semestre, c'est la biochimie végétale. Mais avant de se lancer, si vous voulez, dans l'étude des différentes parties ou bien les chapitres appartenant à ce module, nous sommes obligés de définir c'est quoi la biochimie végétale. La définition du terme, on commence par la biochimie. La biochimie, c'est l'étude des réactions chimiques qui se déroulent au sein ou bien au niveau des êtres vivants et notamment dans les cellules. Ça veut dire toutes les réactions chimiques qui passent au niveau d'une cellule, que ce soit végétale ou bien animale ou bien bactérienne ou bien virale du virus, ce sont des réactions biochimiques. Ça veut dire c'est de la biochimie. Parce que là, on est censé de passer toujours, de faire appel aux enzymes, de faire appel aux hormones pour que la réaction aura lieu facilement. Nous, on a la biochimie structurale, que vous l'avez déjà vu en deuxième année avec mes collègues, c'est-à-dire les structures des molécules, soit les sucres, soit les protéines, soit les lipides, soit les hormones, soit les enzymes, c'est la biochimie structurale. Et puis, vous avez vu aussi avec mes collègues la biochimie métabolique, ça veut dire le métabolisme. C'est la photosynthèse, la respiration, le cycle de Krebs, c'est la bêta-oxydation, c'est
on a aussi la formation des acides aminés, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on a la biochimie structurale, on a la biochimie métabolique, et puis on a la biochimie végétale, qu'on va la voir ensemble. On a aussi la biochimie clinique qui est destinée beaucoup plus pour, si vous voulez, le corps médical, les médecins, les pharmaciens et les dentistes. On a la biochimie immunologique, on a la biochimie microbienne, destinée beaucoup plus des gens qui font, si vous voulez, la microbiologie. On a la biochimie sanguine, on a la biochimie médicale, on a la biochimie cellulaire et maintenant fonctionnelle. Et vous voyez, on a plusieurs, si vous voulez, spécialités appartenant, si vous voulez, à l'option biochimie. Parmi, si vous voulez, ces spécialités, on a la biochimie végétale. De temps à autre, vous entendez parler d'un spécialiste en biologie, en biochimie végétale. C'est-à-dire, c'est une personne qui a travaillé ou bien qui a passé toute sa vie à faire l'étude, si vous voulez, de la biochimie végétale, c'est-à-dire des réactions biochimiques qui passent au niveau de la plante, l'extraction des principes actifs et la fabrication même des médicaments à partir, si vous voulez, de cette spécialité. Pour la biochimie végétale, si on vous demande de faire la définition de la biochimie végétale, vous dites la biochimie végétale, c'est la phytochimie. Ou bien, c'est la chimie chez les végétaux. Et vous voyez, c'est simple de faire la définition. Et quand on vous demande de définir une chose, il ne faut pas apprendre uniquement la définition donnée par l'enseignant. Vous pouvez donner des dizaines, une dizaine, bien une vingtaine ou bien une trentaine de définitions. Là, c'est la biochimie végétale, c'est la phytochimie, c'est la chimie des végétaux. Ou bien, vous dites, la biochimie végétale est la science qui étudie la structure, le métabolisme, la fonction, ainsi que les méthodes d'analyse, de purification et d'extraction des substances naturelles issues des plantes. C'est une définition qu'on peut la donner, si vous voulez, à la biochimie végétale. Avant de se lancer dans, si vous voulez, les chapitres, nous sommes censés de voir l'importance de ce module. L'importance réside dans le syllabus. C'est-à-dire, ce module sera enseigné uniquement pour les étudiants de troisième année, biologie végétale. La matière, on l'appelle biochimie végétale. C'est une unité d'enseignement fondamentale, c'est-à-dire c'est un module fondamental et on lui donne l'abréviation UEF 311 ou bien 311. Ce module, il est enseigné ou bien il est destiné beaucoup plus au domaine de sciences de la nature et de la vie, la filière sciences biologiques, et il est enseigné beaucoup plus pendant le semestre impair S5. Et on va le voir ensemble pendant l'année universitaire 2020-2021. Le coefficient de ce module, il est de l'ordre de 3 et le crédit, il est de l'ordre de 4. Ce module a un volume horaire hebdomadaire total de 3 heures. Normalement, le cours, c'est 1h30. Et les travaux dirigés sous forme d'exposés à préparer hors des heures de travail et les sorties sur le terrain. Et maintenant, on a des travaux pratiques, normalement, qu'on devrait les faire au niveau du laboratoire. Le programme de ce module, normalement, il est divisé en 3 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est le métabolite primaire, ou bien métabolisme primaire, ou bien on les appelle substances de métabolisme primaire. Les métabolites primaires résident beaucoup plus sur les glucides, l'étude des glucides, des sucres, l'étude des lipides, des acides gras, l'étude des acides aminés ou bien les protéines et les enzymes. Deuxième chapitre, c'est le métabolisme secondaire, c'est l'étude des terpènes, des hétérosides, des phénylpropanoïdes, des coumarines, des huiles essentielles, des alcaloïdes, des polyphénols.
c'est-à-dire le métabolisme secondaire, ce sont des substances qu'on ne les trouve pas chez toutes les espèces. Et puis, on a troisièmement les pigments photosynthétiques, c'est la chlorophylle, ou bien les chlorophylles, les caroténoïdes et les chromoprotéines, et ainsi de suite. On a toute une gamme, si vous voulez, flavonoïdes, on a pas mal, si vous voulez, de principes actifs qui font partie des pigments photosynthétiques. On a les pigments chlorophylliens et les pigments accessoires. Pour les métabolites des végétaux, en général, ce sont des molécules issues de métabolisme. On a deux types de métabolisme, métabolisme primaire, métabolisme secondaire. De ce fait, on a pu diviser, si vous voulez, les métabolites en deux groupes, métabolites primaires et les métabolites secondaires. Pour les métabolites primaires, on a les glucides, les lipides, les acides aminés ou bien les protéines. Le terme métabolite primaire, les métabolites primaires sont connus par leur caractère nécessaire et vital à la survie de la cellule et de l'organisme. Ça veut dire la cellule végétale ou bien la cellule animale ou bien l'organisme ou bien les tissus ne peuvent pas se développer en absence des sucres, ne peuvent pas se développer en absence des lipides, ne peuvent pas se développer en absence des acides aminés. Cela veut dire que les sucres, les lipides et les acides aminés ou bien les protéines sont indispensables pour la cellule vivante. Je parle de la cellule vivante, que ce soit la cellule végétale, la cellule animale, la cellule bactérienne ou bien microbienne, et même les cellules, si vous voulez, des champignons. Ça veut dire que les métabolites primaires sont indispensables, sont nécessaires pour notre vie. Et puis, on a les métabolites secondaires. Et regardez, au niveau de la définition des métabolites secondaires, ne sont pas par essence nécessaires, vitales pour la cellule et l'organisme. Ne sont pas par essence. C'est-à-dire que la cellule, eux, sont dépassés de ses principes actifs, c'est-à-dire des métabolites secondaires. Et on les trouve uniquement chez quelques plantes et pas chez tout le règne végétal. Et on trouve quelques métabolites secondaires chez le règne animal, qu'on va voir quelques exemples par la suite. Les molécules ou bien les métabolites secondaires, ce sont des molécules qui sont en très grand nombre d'une variété structurale extraordinaire. Ça veut dire le nombre il est vraiment élevé de ces principes actifs. Ces principes actifs, ou bien les métabolites secondaires, marquent de manière originale l'identité d'une plante. L'exemple type, si je vous demande de me donner un exemple d'une plante à huile essentielle, Nabatat al-Athriya. Vous connaissez Nabatat al-Athriya, ça veut dire c'est les plantes qui sécrètent les huiles essentielles. Vous me dites que c'est la menthe, c'est le, comment dire, c'est l'origan, c'est عندك النعناع, عندك الزعتر, عندك الزعتر, عندك الويزا, ce sont des plantes à huile essentielle. Quelle est tous la faux, ce sont des plantes à huile essentielle. Ça veut dire des plantes ont marqué, si vous voulez, d'une manière originale d'identité. Ça veut dire c'est comme nous, on a une carte d'identité nationale où on peut trouver la photo, on trouve le nom, on trouve le sexe et on trouve même la date de naissance avec, si vous voulez, le matricule de notre carte d'identité. C'est la même chose pour les métabolites secondaires. Elles marquent l'identité de notre plante. Les métabolites secondaires peuvent être utilisés pour faire la systématique des plantes, ou bien la taxonomie, si vous voulez, des plantes. On peut, si vous voulez, classer les plantes selon, si vous voulez, leur caractère chimique. Plantes à huile essentielle, plantes à tanin, plantes à hétérosite, plantes qui possèdent, si vous voulez, des principes actifs toxiques, et ainsi de suite. Les métabolites secondaires aussi
elles sont souvent impliquées dans une écologie chimique interespèce. Et si on cultive deux plantes différentes, on cultive la menthe juste à côté du blé, c'est-à-dire نغرسوا النعناع بحث القمح en général, il ne peut pas se développer. Il ne peut pas, si vous voulez, se croître dans des conditions favorables. Parce que le na'na, il va sécréter quelques substances de métabolisme secondaire qui vont inhiber le développement, si vous voulez, des gamma. Et kiff au niveau d'une forêt. Quand vous irez à une forêt, vous allez trouver des arbres de grande taille et d'autres arbres de petite taille chétive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une concurrence sur le milieu. C'est-à-dire les arbres de grande taille vont sécréter quelques substances toxiques pour inhiber le développement des autres espèces qui se développent l'une à côté de l'autre. Pour les métabolites secondaires aussi, ont de nombreuses applications pharmaceutiques. Qu'est-ce que ça veut dire? L'application pharmaceutique, c'est-à-dire que les principes actifs ou bien les métabolites secondaires sécrétés par les plantes, on peut nous les récupérer et fabriquer des médicaments. C'est-à-dire les applications pharmaceutiques, c'est les médicaments. C'est l'application pharmaceutique, c'est des produits cosmétiques. C'est comme na'na, c'est comme zatr, zaïtra, c'est comme le zitoun, c'est comme l'eucalyptus. On peut faire l'extraction des principes actifs et à partir de ce principe actif, de ces molécules bioactives, on peut fabriquer des médicaments, on peut fabriquer des shampoings, on peut fabriquer des pommades, on peut fabriquer des injections et ainsi de suite. Et vous voyez l'importance des métabolites secondaires pour l'homme, pour l'écologie et ainsi de suite. Au niveau des métabolites secondaires, on a trois groupes essentiels. C'est les composés aromatiques. On a les terpénoïdes et les stéroïdes. Et maintenant, on a les composés azotés qu'on les appelle alcalines. Et on va voir tout ça en détail, mais après les métabolites primaires. Maintenant, on va essayer de voir ensemble les métabolites primaires. Et les métabolites primaires, on vous a donné déjà trois types, les glucides, les lipides et les protéines ou bien les acides aminés. Nous, on va commencer par les glucides. Dans les livres, vous trouvez le terme les glucides ou bien vous trouvez le terme les oses. On les appelle les glucides ou bien les oses. Ou bien, dans des livres, vous trouvez le terme saccharide. Si on vous pose la question, le terme glucide, il provient de quoi exactement? Vous dites, les glucides, ce sont les saccharide ou bien ce sont les sucres. Mais le terme glucide provient d'un terme grec qu'on appelle saccharon. Et regardez là, on écrit, si vous voulez, le terme grec en italique, saccharon, cela dit sucre. Dans la catégorie des glucides, on a trois types de sucre. On a les monosaccharides, on a les oligosaccharides, on a les polysaccharides, ou bien on les appelle des polyosides, c'est-à-dire monoside, oligoside, polyoside. Et tout ça, vous l'avez vu avec mes collègues en biochimie structurale en deuxième année. Les trois types, c'est monosaccharides, ou bien on les appelle monosides, sont composés uniquement par un seul monomère. Et on les appelle les oses. Les oses, c'est comme le glucose, fructose, maltose, arabinose, ribose, ribulose, hein? Et on a pas mal, si vous voulez, de types de sucre qui sont des monosaccharides. Deuxième catégorie, ce sont les oligosaccharides, ou bien on les appelle oligosides, sont composés par quelques monomères. C'est comme le saccharose, ou bien les sucres de table.
Le sucre de table, nous, on l'utilise pour sucrer, si vous voulez, soit du café ou bien du lait, ou bien, si vous voulez, un boisson. Le saccharose, il est composé par deux monomères, c'est-à-dire, on l'appelle oligoside. Troisième type de glucides, c'est les polysaccharides, ou bien on les appelle polyosides. Il est composé par plusieurs monomères et de temps à autre, on l'appelle aussi holoside. On commence avec les monomères. C'est quoi le monomère de glucides? Ou bien c'est quoi, si vous voulez, les monosaccharides ou bien les os? La première des choses, ce sont des sucres composés par un seul monomère. L'exemple type, l'exemple le plus populaire, le plus connu, c'est les glucoses, la molécule du glucose. Et on l'écrit C6H12O6. Et regardez là, les monomères de glucides, en général, contiennent un nombre de carbone supérieur ou est égal à 3. Si on trouve une molécule composée par deux atomes de carbone, on ne peut pas la classer avec les glucides. Parce que les glucides contiennent soit 3 atomes de carbone et supérieur à cette valeur, jusqu'à l'obtention de 7 atomes de carbone. C'est comme c'est de éthylose. Cette molécule, regardez là, on l'écrit CH2O, entre parenthèses, multiplié par N. Ou C1, H2N, ON. Où le N supérieur ou est égal à 3. Pour la molécule du glucose, c'est C6H12O6. Et on peut vous demander de faire la stéréochimie. Regardez là, c'est la stéréochimie où on peut voir la présence des bouts de couleur verte, c'est-à-dire c'est les molécules ou bien les atomes de carbone, si on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, de couleur rouge, c'est les atomes d'oxygène. Et puis, on a tout ce qui est les bouts de couleur blanchâtre, c'est les atomes d'hydrogène. Et l'ensemble vont fabriquer ce qu'on appelle, nous, notre molécule de glucose. Et ce que vous voyez là, c'est la stéréochimie. Revenons au nombre, si vous voulez, d'atomes de carbone supérieur ou égal à 3. Si le nombre d'atomes de carbone est égal à 3, on parle des trioses. Trioses. Et vous voyez, tri, ça veut dire 3 atomes de carbone pour fabriquer une molécule d'ose, ou bien une molécule osidique. Et lorsque le nombre est de l'ordre de 3, on parle beaucoup plus d'un type de sucre qu'on appelle glycéraldéhyde. Et en anglais, on prononce le terme glycéraldéhyde. Glycéraldéhyde, c'est une molécule qu'on la trouve beaucoup plus au niveau de la chaîne de dégradation des sucres dans l'hyaloplasme. C'est la glycolyse. Si le nombre d'atomes de carbone est de l'ordre de 4, on parle de tétra. Regardez là, tétra vient du terme 4. Tétrose, ça veut dire que c'est un sucre à 4 atomes de carbone. Les exemples, on a l'érythrose et maintenant l'éthyréose. Si le nombre d'atomes de carbone est de l'ordre de 5, on parle de pentose, vient du terme penta. Penta. On a vu déjà ce terme en biologie végétale, pentacyclique, c'est-à-dire 5 atomes de carbone. C'est un sucre ayant 5 atomes de carbone. Et on a quelques exemples, luxose, xylose, arabinose et ribose. Si le nombre d'atomes de carbone est de l'ordre de 6, on parle de type qu'on appelle hexa. Hexa vient du terme, ça dit 6, et le type de sucre, on l'appelle hexose. Et regardez, on a pas mal de types de sucre ayant un nombre d'atomes de carbone de l'ordre de 6. On a l'étalose, on a galactose, idose, gulose, mannose, glucose, altose et allose. Et
Si on vous demande d'apprendre, si vous voulez, ces molécules, vous pouvez trouver un truc. On peut utiliser le terme allo-alglyman gluligate ribaxine. De ce fait, on peut apprendre, si vous voulez, l'appellation des sucres, des exodes, facilement. Maintenant, on vous pose la question, là où, si vous voulez, l'une des gens qui peuvent vous poser la question, quelle est l'importance de faire l'étude, si vous voulez, des sucres? À quoi bon on mange des sucres et ça s'arrête là? Vous, en tant que biologiste, vous êtes censé de répondre, de donner une réponse adéquate. Vous dites que les sucres, ou bien le rôle, l'importance des sucres, c'est les nutriments essentiels pour la cellule. Ça veut dire les sucres vont, si vous voulez, alimenter les cellules. Ça veut dire la cellule, sans sucre, elle ne peut pas se développer. Si on donne uniquement des protéines ou bien des lipides à la cellule, elle ne peut pas se développer adéquatement. Ça veut dire que les sucres sont la base ou bien les nutriments essentiels pour le développement de la cellule, que ce soit cellule végétale, animale, bactérienne ou peu importe le type de la cellule vivante. Les sucres sont la source d'énergie des cellules. C'est à partir de la dégradation des molécules de glucose au niveau de la cellule, elle peut nous donner soit l'ATP directement, adénosine triphosphate, ou bien elle peut nous donner l'ADP, ou bien elle peut nous donner le NAD, elle peut nous donner le FAD, et ce sont, si vous voulez, des sources d'énergie réduites. Les sucres aussi permettent la synthèse d'autres biomolécules, c'est-à-dire à partir d'une molécule de glucose, je peux fabriquer, ou bien si vous voulez synthétiser au niveau de la cellule, des acides aminés, je peux synthétiser les protéines, je peux synthétiser les acides gras, je peux synthétiser les lipides, je peux synthétiser même, si vous voulez, les substances de métabolisme secondaire. Les sucres aussi permettent la formation des oligos et les polysaccharides, ou bien les polyosides. Au niveau des sucres, nous l'avions déjà vu, qu'on peut prendre en considération le nombre d'atomes de carbone pour faire le classement des monosaccharides, c'est-à-dire les trioses, tétroses, pentoses, hexoses et maintenant cédoéthyloses. Ou bien, on peut prendre en considération la nature chimique. On peut prendre en considération la nature chimique du groupe carbonyle. Et regardez là, si on essaie de faire, si vous voulez, de la stéréochimie du molécule de glucose, regardez, on peut trouver la présence CH2OH, CHOH, 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 CHO. Cela veut dire là qu'on a trois types, si vous voulez, d'atomes de carbone. On a l'atome de carbone CH2OH, elle a formé déjà un alcool. Quand vous trouvez OH, cela dit c'est un alcool. Et H2OH, c'est un alcool primaire. Là, CHOH, c'est un alcool secondaire. C'est-à-dire on a 1, 2, 3, 4 alcools secondaires. Et maintenant, on a un aldéhyde. CHO, c'est un aldéhyde. Et vous voyez, ça veut dire au niveau de la même molécule, on peut trouver plusieurs natures chimiques. Mais nous, on va prendre en considération là beaucoup plus l'atome de carbone numéro 1, où on peut trouver le HO, ça veut dire c'est un aldose. C'est-à-dire notre sucre, c'est un aldose et pas un cétone. Regardez là, c'est HO. Pour la molécule de fructose, regardez, elle est composée par 6 atomes de carbone. On a deux groupes alcool primaires, CH2OH là, et CH2OH là, c'est des alcools primaires. On a 3 alcools secondaires, et maintenant, on a une double liaison entre le carbone et maintenant l'oxygène,
et on parle d'un cétose. Et dans des livres, vous trouvez le terme kétose ou bien kétone. C'est-à-dire que les glycoses possèdent un groupement aldonique, les fructoses possèdent un groupement cétosique. Et vous voyez la différence entre les deux. Là, c'est un aldose, là, c'est un cétose. En plus de ça, la molécule de glucose et le fructose possèdent le nombre d'atomes de carbone, il est de l'ordre de D6. C'est-à-dire, si on vous demande de faire la classification des sucres, vous basez sur le nombre d'atomes de carbone, triose, tétrose, pentose, hexose, cédotyrose, et maintenant, dans le même groupe, le groupe de triose, vous pouvez faire une autre classification, bien un autre classement, en se basant beaucoup plus sur la présence de l'aldose, ou bien le groupement aldonique et le groupement cétonique. Pour les aldoses, on va prendre beaucoup plus les glucoses et molécules de glucose qui possèdent beaucoup plus, si vous voulez, l'aldose. Les aldoses, c'est quoi? C'est une structure fonctionnelle commune dans leur forme linéaire. C'est-à-dire, la forme aldonique, c'est une forme ou bien c'est une structure fonctionnelle. C'est-à-dire que notre molécule de glucose peut utiliser cette partie ou bien cette structure pour, si vous voulez, soit faire l'élongation de notre molécule ou bien la réduction de notre molécule ou bien la molécule de glucose, elle peut, si vous voulez, se fixer sur une autre molécule, que ce soit acide aminé ou bien une molécule lipidique, pour nous donner une nouvelle molécule qui a une grande importance pour la plante. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? Les aldoses, autrement dit, les aldoses sont des composés d'une chaîne d'alcool secondaire ayant à une de leurs extrémités un aldéhyde et à l'autre un alcool primaire. Déjà, si on essaie de voir ça, on a un alcool primaire, CH2OH, on a là 4 alcools secondaires et à l'extrémité, on a un groupement aldéhydique, ou bien on l'appelle aldose, un groupement aldéhydique, ou bien un aldose. Nous sommes toujours dans, si vous voulez, les aldoses. Nota bene, quand une ou plusieurs fonctions alcool sont remplacées par des hydrogènes, on parle alors des composés appelés des oxyaldones. Et on parle de quoi exactement? On parle beaucoup plus du groupement alcoolique. Et ce que vous voyez là, c'est un groupement alcoolique. Là, c'est un groupement alcoolique. Là aussi, là aussi. Ça veut dire qu'on a là, on a 5 groupements alcooliques. Si on remplace, si vous voulez, une fonction d'alcool par un hydrogène, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle des oxyaldones. C'est-à-dire, on ne peut pas l'appeler glycose, on va lui donner une autre appellation. Regardez là. On va commencer par la molécule dextrogyrglycéraldéhyde, c'est à la base. Elle est composée par 3 atomes de carbone. Elle est composée par un groupement alcoolique, alcool primaire, deuxième alcool secondaire, et troisième, c'est un groupement aldonique ou bien aldose. Et regardez, cette molécule, elle peut s'allonger, c'est-à-dire elle peut fixer un autre atome de carbone pour nous donner un nouveau sucre à 4 atomes de carbone. Regardez là, c'est un nouveau type de sucre, c'est les trioses. On a dextrogyrglycéraldéhyde, triose, composé par 4 atomes de carbone. Et regardez, on a ajouté atome de carbone là où on peut obtenir un nouveau sucre. De l'autre côté, on peut, si vous voulez, oui,
Mademoiselle Delila Oisia, s'il te plaît. Cette molécule de glycéraldéhyde, elle peut nous donner deux nouvelles isomères sucre, qu'on les appelle triose et érythrose. Et essayez de voir la différence entre les deux. La molécule de triose à 4 atomes de carbone, elle peut nous donner des nouvelles molécules à 5 atomes de carbone, des nouveaux sucres à 5 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4 et 5 atomes de carbone. Et regardez, chaque molécule de 4 atomes de carbone, elle peut nous donner deux types, bien deux isomères de sucre, l'hexose et maintenant xylose. Et chacune des molécules de sucre, elle peut nous donner, par, si vous voulez, élongation de cette chaîne, elle peut nous donner deux isomères, les tallose et les galactose. Et vous voyez, à partir d'une seule molécule de glycéraldéhyde, on a pu obtenir, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, avec 8, 10, 12, 14 nouvelles molécules de sucre. Une molécule de glycéraldéhyde, elle nous a donné 14 sucres qui sont complètement différents du point de vue morphologie, du point de vue stéréochimie. Et la différence entre deux types, si vous voulez, de sucre ayant le même nombre d'atomes de carbone réside beaucoup plus sur l'orientation, c'est-à-dire du OH. Hein? Celle-là, l'orientation du OH, c'est vers le côté droit, et l'autre, c'est vers le côté gauche. Et de ce fait, ces deux types de sucre ne sont pas les mêmes du tout. Là aussi, les sucres aldoniques peuvent nous donner, si vous voulez, des sucres de pentose. Regardez là, ces aldopentoses peuvent nous donner des cétopentoses. Regardez là, on a le groupe CHO. Là, le groupe CHO a été changé en nous donnant le CO. Ça veut dire que ce sont des cétoses. Et ce sont des réactions qui passent beaucoup plus au niveau de la cellule végétale et en même temps au niveau de la cellule animale. Là aussi, au niveau des molécules de glucose, c'est toujours les aldoses, on peut voir que la molécule de glucose, elle ne correspond pas, si vous voulez, à la molécule de galactose. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'atome de carbone numéro 4, il y a eu ce qu'on appelle un changement de l'emplacement du OH. Toujours dans, si vous voulez, le groupe chimique des monosaccharides ou bien les oses, on peut voir que la molécule de glucose, elle a un nombre de 6 atomes de carbone. La molécule de galactose, c'est la même chose. Et le fructose, c'est toujours idem. Mais il y a une différence de point de vue emplacement, si vous voulez, des groupements hydroxydes. Regardez là, le groupement hydroxyde au niveau de l'atome de carbone numéro 4, il est placé vers le côté droit, alors que pour le galactose, il est placé sur le côté gauche. Pour la molécule de fructose, il y a eu ce qu'on appelle un changement radical au niveau de l'atome de carbone numéro 2. Hein? Au lieu que notre molécule possède un groupement hydroxyle, il a été changé par un groupement cétonique. L'atome de carbone numéro 1, elle a été, si vous voulez, transformée en alcool primaire. Et de ce fait, à partir du molécule de glucose, on a pu obtenir deux nouvelles molécules de sucre, toujours des monosaccharides.
Et on peut obtenir d'autres molécules si on essaye de jouer sur, si vous voulez, l'emplacement des groupements hydroxyliques au niveau de l'atome de carbone 2, 3, 4, 5, et on obtient plusieurs types, si vous voulez, ou bien plusieurs stéréochimies des sucres. Toujours la même chose au niveau du molécule de glucose, galactose, fructose, c'est la disposition des groupements hydroxyliques autour du carbone qui est asymétrique. Regardez là, en colore, et regardez, c'est là, l'emplacement du groupement hydroxylique n'est pas la même du tout entre les trois molécules. C'est la même chose pour la molécule de glucose, fructose et la molécule du mannose. Et regardez, c'est l'emplacement toujours au niveau, si vous voulez, des atomes de carbone asymétriques. Là, au niveau de la même molécule de glucose, on a deux types, si vous voulez, de glucose. C'est le dextrogir et maintenant le livogir. Dextrogir, cela veut dire que notre molécule oriente la lumière vers le côté droit. Alors que pour la deuxième, elle oriente la lumière vers le côté gauche. Regardez que le nombre de l'hydroxyde OH sur le côté gauche, il est important par rapport au côté droit, au niveau de cette molécule. Par contre, au niveau de D-glucose, l'orientation, c'est beaucoup plus vers le côté droit. C'est la même chose pour la molécule de galactose. On a dextrogir, D-galactose et L-galactose. Monsieur? On a vu plusieurs exemples, si vous voulez, des sucres. Monsieur? Oui, mademoiselle. Monsieur, s'il te plaît, l'enregistrement, est-ce que tu as le number ولا لا؟ En tous les cas, on va essayer de faire l'enregistrement et voir avec le Google Drive. Si on obtient l'enregistrement, vous l'aurez, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Mais il faut assister parce qu'il y a des informations qu'on peut la donner et par la suite, au niveau de l'enregistrement, seront enlevées, bien effacées. D'accord. Pour les définitions du glucose, on a, la première des choses, ces sucres, on les trouve beaucoup plus dans la nature, au niveau des fruits, et on les trouve dans le miel. La molécule du glucose, ce sont des molécules sucrées ayant un groupement aldonique. Et regardez là, on a le groupement aldonique. La formule générale ou bien globale des molécules de glucose, c'est C6H12O6, et on l'écrit, si vous voulez, sous forme linéaire, et vous voyez l'écriture linéaire. Et si on vous demande de décortiquer, si vous voulez, cette molécule, vous allez nous dire que cette molécule, elle contient un alcool primaire, c'est H2OH, elle contient 5 alcools secondaires, c'est HOH, et elle contient un groupement aldonique ou bien un aldone. Selon Fischer, c'est un chercheur allemand, c'est lui qui a pu, si vous voulez, développer nos connaissances sur les sucres. Qu'est-ce qu'il dit, Fischer? Il dit que la série D, ça dextrogir, et possède un pouvoir rotatoire positif. La molécule dextrogir, elle peut orienter la lumière vers le côté positif. Dans des livres, soit vous trouvez le D, en D-glucose, ou bien vous trouvez le plus. Plus, cela veut dire que notre molécule oriente la lumière vers le côté droit. C'est une orientation, bien un pouvoir rotatoire positif. Au niveau de notre molécule, regardez, on a 4 atomes de carbone, ou bien 4 carbones qui sont asymétriques. Donc, à partir de 4 atomes de carbone asymétriques, on peut obtenir 16 stéréoisomères de glucose. C'est-à-dire, à partir d'une seule molécule de glucose, on peut obtenir 16 stéréoisomères de glucose. Mais dans la nature, il existe uniquement 2 stéréoisomères
qui sont connus par tout le monde, c'est plus des galactoses et plus des mannoses. Ce sont les deux sucres qui existent à l'état naturel. Mais au niveau du laboratoire, on peut jouer sur, si vous voulez, l'emplacement des carbones asymétriques et obtenir 16 stéréoisomères. Les autres isomères en général et leurs énantiomères sont de synthèse. Ça veut dire au niveau du laboratoire, on peut faire ou bien on peut synthétiser ces stéréoisomères. Regardez là, c'est la molécule du glucose qui est au milieu, et on a la molécule du mannose vers le côté, c'est le côté gauche, et on a la molécule du galactose qui est du côté de droite. Et regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué sur l'atome de carbone numéro 2, là, c'est l'atome de carbone asymétrique, le OH, on a changé le OH, l'emplacement du OH. Regardez, on a changé l'emplacement du OH et on a obtenu une nouvelle molécule qu'on appelle mannose. Là, on a changé l'atome de carbone, ou bien l'emplacement de l'hydroxyle au niveau de l'atome de carbone numéro 4, et on a obtenu une nouvelle molécule qu'on appelle galactose. Maintenant, on a eu une idée sur les types de sucre. On a les sucres triose, tétrose, pentose, hexose, comme la molécule du glucose. Dans la nature, est-ce qu'on obtient directement une molécule de glucose ou bien cette molécule, elle est issue à partir d'une autre molécule? L'exemple type, au niveau de la photosynthèse, la plante a besoin des molécules de dioxyde de carbone et maintenant elle a besoin de l'eau et elle a besoin des rayonnements solaires pour fabriquer une molécule du glucose. Mais cette molécule du glucose, dans le cycle de Calvin, elle ne commence pas directement par 6 atomes de carbone, elle commence par 5 atomes de carbone et puis on fait l'addition d'une molécule de dioxyde de carbone pour obtenir notre molécule finale qui est une molécule de glucose. La molécule de glucose, au niveau de la plante, elle a un grand intérêt de réactivité. C'est-à-dire, à partir d'une molécule de glucose, on peut obtenir presque la totalité des autres sucres et on peut obtenir les acides aminés, on peut obtenir les lipides ou bien les acides gras. Comment se fait-il? La molécule de glucose, ce que vous voyez là, au milieu, elle a un groupement aldonique. Et le groupement aldonique, ce que vous voyez là, a une grande réactivité. Soit il va oxyder une autre molécule, ou bien il va réduire une autre molécule. C'est-à-dire le groupement aldéhyde, ce que vous voyez là, c'est l'aldose, là, l'aldéhyde, c'est HO, peut se transformer en acide carboxylique, regardez là, il peut se transformer en acide carboxylique, c'est-à-dire qu'on va lui ajouter un atome d'oxygène et on obtient COOH par oxydation, c'est-à-dire on a oxydé, si vous voulez, notre aldéhyde. Cette oxydation, elle se fait par quoi? Soit par le brom, ou bien les tartrates cuivriques, regardez là, ou bien les liqueurs de Fehling, ou bien l'argent ammoniacal, ou bien par le réactif de Tollard. Le brom, qu'est-ce qu'il va faire? Le brom peut oxyder la molécule du glucose au niveau de la fonction aldéhyde en donnant un acide aldonique qu'on appelle acide glycolique. Et regardez là, rien n'a été changé au niveau de notre molécule de glucose, sauf au niveau de, si vous voulez, l'aldéhyde. On a ajouté un atome d'oxygène et de ce fait, on a obtenu un carboxyle, un groupement carboxylique.
Par quel biais? Par une autre molécule qu'on appelle brome, ou bien par tartrate cuivrique, liqueur de Fehring, argent ammoniacal, ou bien le réactif de Tholen. Et de ce fait, on a pu obtenir une nouvelle molécule qu'on appelle acide. Regardez là, acide, parce qu'on a un groupement carbonique. C'est comme les acides gras, hein, c'est comme les lipides, ils possèdent des acides gras. Pourquoi on a utilisé le terme acide? Parce qu'elle possède le COOH. C'est la même chose là. C'est un sucre qui est transformé en acide glyconique. Et puis, cette molécule, regardez là, c'est HO. Hein. Si on ajoute l'acide nitrique, regardez là, vers le côté droit, si on ajoute l'acide nitrique, regardez l'acide nitrique, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, il va ajouter un oxygène au niveau de l'aldéhyde, du groupement aldéhydique. Et on obtient, regardez, COOH. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégrader, ou bien il va oxyder l'alcool primaire, CH2OH, pour nous donner le COOH. Et de ce fait, on obtient une nouvelle molécule à deux groupements carboxyliques, COH, COH. Et de ce fait, on parle d'un acide glucarique. Le premier, c'est un acide glyconique. Le deuxième, c'est un acide glucarique. Et vous voyez, cela veut dire que le groupement aldonique a une grande réactivité oxydo-réductrice. Restons toujours dans le groupe de glucose. Regardez là. On peut réduire notre molécule de glucose par des réactifs qui sont habituels, par un réactif des métals, ou bien on peut ajouter H2, c'est-à-dire une molécule, si vous voulez, d'hydrogène, ou bien, si vous voulez, un ion d'hydronium, et on obtient une nouvelle molécule. Regardez là, c'est H2OH. C'est-à-dire on peut réduire le groupement aldéhydique en ajoutant deux H, on obtient une nouvelle molécule avec, si vous voulez, un groupement alcoolique. C'est un alcool primaire. C'est-à-dire, dans cette molécule, on obtient deux alcools. Alcool primaire là et alcool primaire là. C'est-à-dire, on a deux alcools primaires ou bien deux groupements alcooliques primaires au niveau de cette molécule. Et on change l'appellation de cette molécule, on l'appelle sorbitol. Sorbitol. Ol, ça veut dire alcool. Et cette molécule, elle est fabriquée ou bien synthétisée chez une plante qu'on appelle sorbier. Le sorbier, il existe dans la région de Meshrouha, beaucoup plus dans la forêt de Ouled Bichir. Pour le groupement aldonique aussi, bien l'aldéhyde, il peut aussi faire d'autres réactions. C'est l'action de la phénylhydrazine. Je ne vais pas entrer dans les détails au niveau de cette molécule. Je vais vous donner quelques informations sur cette molécule et puis je m'arrête là. Et le prochain cours, Inch'Allah, on va lancer le travail sur les oxydoréducteurs des groupements aldoniques chez les sucres. Et regardez là, la molécule de glucose, si on ajoute la phénylhydrazine, R c'est RNH2, si on ajoute un groupement, si vous voulez, de phénylhydrazine, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle phénylhydrazone. Phénylhydrazone. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté une molécule de phénylhydrazine au niveau du groupement aldonique, c'est-à-dire au niveau de l'aldose. Et regardez, on a obtenu une nouvelle molécule appelée phénylhydrazone.
cette molécule en général, ou bien cette réaction, elle peut s'étendre à l'alcool secondaire, juste à côté. Hein? C'est-à-dire, si on ajoute plusieurs molécules de phénylhydrazine, hein, on obtient en premier lieu phénylhydrazone, et l'excès de phénylhydrazine va se fixer sur l'alcool primaire qui est juste à côté du groupement aldonique, et on obtient deux phénylhydrazine fixée sur notre molécule de glucose, et de ce fait, on obtient une nouvelle molécule qu'on appelle oxazone, avec la libération, bien sûr, de l'aniline et la libération d'un groupement ammoniacal et la libération d'une molécule d'eau. Là où l'une de vous va poser la question, pourquoi, monsieur, on fait l'étude de cette partie? L'explication, elle est très simple. Si l'un ou l'une de vous va trouver un poste, si vous voulez, au niveau de direction du commerce, au niveau du laboratoire du commerce, de temps à autre, vous faites le contrôle de la qualité, si vous voulez, des sucres. Hein, parmi les contrôles de la qualité, c'est de contrôler les sucres. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une poudre, soi-disant du glucose, et vous avez ajouté la phénylhydrazine. Elle va nous donner l'oxazone qui se cristallise, ça veut dire notre sucre il devient sous forme cristallin, ça veut dire se cristallise facilement. Et de ce fait, on peut purifier notre sucre, ça veut dire est-ce que notre sucre il est purement du glycol ou bien il est mélangé avec d'autres types de sucre ou bien, si vous voulez, d'autres sucres qui sont impurs. C'est une technique utilisée au niveau du laboratoire pour faire le contrôle de la qualité. Regardez là, c'est toujours dans la même chose. L'oxazone, hein, il va nous donner l'aniline. L'aniline, c'est quoi? C'est benzène-amine, ou bien on l'appelle phénylamine, ou bien on l'appelle aminobenzène. Je vous ai dit que cette technique elle est utilisée pour contrôler la qualité des sucres, des glucoses, et maintenant on peut l'utiliser pour la fabrication de plusieurs principes actifs comme l'aniline et maintenant l'obtention de l'ammoniac. Regardez là, la molécule de l'aniline, celle-là, on l'appelle benzène-amine, ou bien on l'appelle phénylamine, ou bien on l'appelle aminobenzène. Aminobenzène, c'est notre molécule. Pourquoi on essaye d'obtenir cette molécule à partir d'une molécule de glucose? Parce que cette molécule, elle est utilisée en tant qu'antioxydant. Elle est activatrice. On l'utilise pour accélérer les réactions chimiques et autres produits chimiques pour l'industrie du caoutchouc. C'est-à-dire une molécule de glucose, on peut l'utiliser pour la fabrication chimique d'autres produits chimiques et même pour au niveau de l'industrie du caoutchouc. La molécule de l'aniline, elle est aussi acétylacétyle, on écrit acétanilide et autres colorants et pigments pour diverses applications. Ça veut dire qu'à partir des molécules de glycol, on peut obtenir l'aniline qui est utilisée pour la fabrication des colorants. La même chose pour l'aniline, diphénylamine, c'est-à-dire deux molécules de l'aniline. On peut l'utiliser pour la fabrication du caoutchouc et maintenant au niveau du pétrole, le plastique et dans l'agriculture et les produits chimiques. La molécule de l'aniline aussi, elle peut être utilisée pour la fabrication des divers fongicides et les herbicides pour l'industrie agricole. La molécule de l'aniline qui est issue à partir, si vous voulez, d'une molécule de glucose, on peut l'utiliser pour la fabrication de plusieurs produits pharmaceutiques, des produits chimiques organiques et autres produits. Ça veut dire à partir d'une seule molécule de glucose, on peut obtenir plusieurs molécules à plusieurs fins, si vous voulez, thérapeutiques, industrielles, et ainsi de suite.
De ce fait, on a terminé notre intervention d'aujourd'hui, mais on va essayer de terminer le programme, Inch'Allah, les séances qui viennent. Merci pour votre attention. Monsieur, Oui, mademoiselle. تبعثهم لنا في فورم PDF le cours. En tous les cas, le cours, vous l'aurez, mademoiselle Welty, vous l'aurez par PDF, Inch'Allah. Entre-temps, l'enregistrement, dès que j'obtiens l'enregistrement à partir de Google Meet, au niveau de mon drive, je vais l'envoyer directement à vous. Merci pour votre attention. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie, mademoiselle.